Les polynômes, c'est un pilier du programme de spé. Ils interviennent partout, de l'algèbre à l'analyse, dans quasiment tous les chapitres. Le problème, c'est qu'en spé, le rythme est ultra rapide et tu n'auras pas le temps de revoir toutes les bases de sup. Alors il va falloir les maîtriser dès maintenant. Dans cette vidéo de CapSpé, on va corriger un problème complet qui couvre tout ce que tu dois connaître sur les polynômes, c'est-à-dire les considérations sur le degré et le coefficient dominant, la dérivation avec la formule de Leibniz, les racines et leur multiplicité, la décomposition en produits irréductibles, la division euclidienne, etc., etc. On verra même une utilisation du théorème de Rolle et un petit peu d'intégration. Mais surtout, on va reprendre une application archi-classique, ce sera la famille des polynômes interpolateurs de Lagrange. On va en reprendre les bases et aussi voir un exemple de leur utilisation. Allez, on regarde tout de suite à quoi ressemble le sujet. On va prendre note des notations. On nous introduit C0 de moins 1, 1, R. Donc on nous dit que c'est l'anneau des fonctions continues sur moins 1, 1 et à valeur réelle. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un anneau, parce que tu n'es pas en MPSI, ça n'a aucune importance dans ce sujet. Pareil, R de x, l'anneau des polynômes à coefficient réel, donc notation tout à fait classique. Et Rn de x, l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré O plus n. Et on nous dit qu'on pourra identifier le polynôme et la fonction polynomiale associée, donc pas la peine de prendre des précautions avec les notations. Un polynôme, on va le confondre avec sa fonction polynomiale associée. Donc ça, c'est assez pratique. La partie A, on va étudier une certaine famille de polynômes. On commence par nous définir ici le polynôme UN défini comme étant x carré moins 1, le tout à la puissance n, et Pn, ça va être n factoriel sur 2n factoriel. UN, attention ici, c'est pas une puissance, c'est la dérivée nème. Donc c'est UN dérivée n fois. Dans la première question, on nous demande de calculer les premiers termes de la suite Pn, donc P0, P1 et P2. Dans la petite b, on nous demande de déterminer le degré et le coefficient dominant de Pn. Ensuite, il va falloir, dans cette question, n désigne un antinaturel quelconque. On va utiliser la formule de Leibniz pour expliciter le polynôme Pn. Petit b, en déduire les valeurs de Pn de 1 et Pn de moins 1. Ça ne devrait pas être très dur maintenant qu'on a une forme explicite de Pn. Ensuite, dans la question 3, n est supérieur ou égal à 2, petit a, déterminer les racines de un étant toujours ce polynôme-là, ainsi que leur multiplicité. Petit b, en utilisant le théorème de Rolle, montrer que Pn possède au moins n racines dans l'intervalle moins 1, 1. Petit c, le polynôme Pn peut-il avoir d'autres racines que celles évoquées dans la question précédente, et quelle est la multiplicité des racines de Pn. Donc ça, c'était pour la question 3. Dans la 4, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, dans cette question, n est un entier quelconque. P et Q, deux polynômes de R de x. Il va falloir établir cette relation qui fait intervenir des intégrales et des sommes. On verra plus précisément ce qu'il en est quand on arrivera au niveau de cette question-là. Petit b, il va falloir en déduire que pour tout q polynôme de degré O plus n, on a le fait que l'intégrale sur moins 1 de Pn plus 1 de t, q de t dt est égale à 0. Voilà pour la partie A. Ensuite, regardons rapidement de quoi il s'agit dans la partie B. Donc c'est là où on va s'intéresser au fameux polynôme interpolateur de Lagrange. Alors je sais que c'est un thème qui est souvent abordé dans le cours ou plutôt en exercice. Souvent les profs aiment bien mettre ça en TD. Ça passe un petit peu comme étant un truc bonus, mais c'est absolument clé de maîtriser les polynômes interpolateurs de Lagrange parce que ça revient énormément, à la fois en exercice et même à l'écrit, au concours. Ok, donc dans la partie B, c'est en fait, il va falloir considérer ça quasiment comme du cours. Vous le reverrez probablement en spé. Et dans la partie C, on va utiliser ce qu'on aura établi sur les polynômes interpolateurs de Lagrange pour étudier une certaine intégrale d'une certaine fonction continue quelconque f. On va voir qu'en fait, les polynômes interpolateurs de Lagrange permettent d'approximer des intégrales. Voilà pour le sujet. Je ne regarde pas plus précisément pour l'instant la partie B et la partie C, on va regarder ça quand on va arriver à la hauteur de la partie B. Alors allons-y. Pour la première question, c'est assez direct. Il va falloir tout simplement expliciter ce que c'est que P0, P1 et P2. Alors allons-y. Alors pour P0, c'est pas compliqué. Il suffit d'expliciter un petit peu ce que c'est que U0. Donc vu la définition de UN, U0, ça n'est rien d'autre que 1. Et puis P0, on a des 0 factoriel sur 0 factoriel, ça fait juste 1. Donc P0, c'est juste 1. Ensuite, pour le polynôme P1, qu'est-ce que U1? C'est tout simplement x carré moins 1. Et P1, c'est donc encore 1 factoriel sur 2 factoriel. Donc je peux dire 1 demi ici, fois ce que va être U1, mais dérivé une fois. Donc U1'. Donc je dérive x carré moins 1, ça me donne 2x. Et donc finalement, P1, c'est tout simplement x. Ensuite, je regarde ce que c'est que U2.
Donc U2, c'est x carré moins 1 au carré. Donc si je développe ça, c'est x4 moins 2x carré plus 1. Donc P2, ça va être 2 factoriels sur 4 factoriels, fois, eh bien, le polynôme P2, donc ce truc-là, dérivé 2 fois. Donc je vais l'écrire, c'est x4 moins 2x carré plus 1 dérivé 2 fois. Donc 2 factoriels sur 4 factoriels, 2 factoriels c'est 2, 4 factoriels c'est 24, donc c'est 1/12, fois donc ce truc-là, je le dérive 2 fois, ce qui me donne 12x carré moins 4. Et donc P2, c'est tout simplement x carré moins 1 tiers. Bon, c'est le genre de question qui est là pour nous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionne cette suite de polynômes Pn. Et maintenant qu'on a vu un petit peu les premiers termes, ça va être plus simple de se vérifier pour la réponse de la question B. Dans la B, on nous demande de déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme Pn. Pn est bien évidemment entièrement appuyé sur le polynôme un. Donc si je connais le degré et le coefficient dominant de un, eh bien je vais pouvoir en déduire le degré et le coefficient dominant de Pn. Je me fixe un entier naturel n et je m'intéresse au degré de un. Donc ça, c'est pas compliqué de dire que un, il est de degré 2n, puisque un, c'est x carré moins 1, le tout à la puissance n. Le terme de plus haut degré, il va être en x puissance 2n. On imagine qu'on le développe par exemple avec un binôme de Newton, mais on peut donner la réponse ici directement. Il n'y a pas de souci. Maintenant que je connais le degré de un, on peut en déduire le degré de un dérivé n fois. Donc je peux dire que le degré de un dérivé n fois, bah, ça va être 2n moins n. Chaque dérivation fait tomber le degré de 1. Donc si je dérive n fois, mon degré est tombé de n. Donc finalement, je trouve que degré de un dérivé n fois, c'est n. Et vu que Pn est multiplié par un scalaire non nul, eh bien, le degré ne change pas. Donc je vais bien préciser ici, n factoriel sur 2n factoriel est différent de 0. Alors, degré de Pn égale n aussi. Maintenant, pour ce qui est des coefficients dominants, eh bien pareil, je vais commencer par m'intéresser au coefficient dominant de un. Donc le coefficient dominant que je note comme ça, de un, eh bien ça va être égal à 1. Autrement dit, c'est un polynôme qui est unitaire. C'est pas très compliqué à voir encore une fois avec un binôme de Newton. Le terme de plus haut degré, il va être en x carré, le tout à la puissance n, donc c'est bien 1 qui est en facteur. Le coefficient dominant de un dérivé n fois, eh bien, il va falloir le déduire de n dérivations successives en partant de un. Donc, le coefficient dominant de un à la puissance n, bah, je peux dire que c'est la même chose que le coefficient dominant de x puissance 2n que j'aurais dérivé n fois. Ok, donc ce truc-là, si jamais je le dérive n fois, donc je vais avoir du 2n qui va venir en facteur de la première dérivation, puis du 2n moins 1, etc. Et au dernier coup, ça va être du 2n moins n plus 1. Donc en fait, ça va me faire du 2n factoriel sur n factoriel. On comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'ils ont mis en facteur du Pn ce fameux terme n factoriel sur 2n factoriel. Eh bien, c'est pour rendre le polynôme Pn unitaire aussi. Ok, donc pas la peine ici de se précipiter sur un binôme de Newton compliqué pour aller vraiment expliciter complètement le polynôme un. Quand on vous pose des questions sur le coefficient dominant, vous pouvez évacuer eh bien, tous les termes qui ne sont pas pertinents. Autrement dit, tout ce qui va être de degré inférieur à 2n ici, c'est même pas la peine de l'écrire, et ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que, ici, je m'intéresse même pas à écrire mon binôme de Newton. J'ai fait référence, si jamais eh bien, tu as du mal à le voir immédiatement, mais sache que tu peux le faire de cette manière-là, il n'y a pas de souci. Allez, on passe donc à la question 2. On nous demande cette fois eh bien, d'expliciter le polynôme Pn à l'aide eh bien, de la formule de Leibniz. Le sujet est assez gentil, il nous dit de passer par la formule de Leibniz, mais on aurait pu y penser par nous-mêmes. Je dirais même qu'on aurait dû avoir le réflexe eh bien, de factoriser le polynôme un. Parce que avoir la factorisation en produit irréductible d'un polynôme, eh bien, c'est jamais une mauvaise chose. Donc le polynôme x carré moins 1, c'est facile de le factoriser, donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1, et tout ça est élevé à la puissance n, donc c'est x moins 1 puissance n fois x plus 1 puissance n. Donc je te conseille maintenant d'avoir ce genre de réflexe, parce que du coup, un polynôme qui est sous sa forme de produit d'irréductible, non seulement ça va être facile de connaître ses racines, puisque là c'est évident que du coup, moins 1 et 1 sont les seules racines de un, et en plus on connaît du coup leur multiplicité. Ok, je le mets ici en remarque, et on avait vu tout à l'heure dans le sujet que c'est quelque chose qui va nous servir tout à l'heure. Moins 1 et 1 sont racines de multiplicité n. Donc même si tu n'y avais pas pensé dès le début, tu aurais dû le faire, puisque maintenant qu'on doit utiliser la formule de Leibniz,
eh bien, ça nous oblige à aller écrire Pn sous la forme d'un produit. Et donc, pour pouvoir écrire Pn comme la dérivée énième d'un produit, plutôt, ça nous oblige à aller factoriser Un. Donc, Pn, ça s'écrit du coup comme n factoriel sur 2n factoriel, fois la dérivée énième de x moins 1 puissance n fois x plus 1 puissance n, donc tout ça dérivé n fois. Donc je ne vais pas m'encombrer ici du n factoriel sur 2n factoriel, je vais juste écrire pour l'instant la formule de Leibniz sur cette partie-là du polynôme. Donc un dérivé n fois, d'après la formule de Leibniz, je rappelle que c'est totalement calé sur un binôme de Newton, donc je peux dire que c'est la somme pour k allant de 0 à n. Donc ce truc-là, je peux considérer que c'est sur lui que je vais faire porter l'indice k, et sur l'autre, ça va être l'indice n-k, par exemple. Et donc ça va me faire somme pour k dk allant de 0 à n, puisque je dérive n fois, dk parmi n. Il va falloir que je dérive k fois ce polynôme-là. Pour l'instant, je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est x moins 1 puissance n, donc tout ça dérivé k fois, eh bien, x plus 1, le tout à la puissance n, tout ça dérivé n moins k fois. Ok, donc à partir de là, il va falloir que j'explicite ce que ça fait que la dérivée km de ce polynôme-là. Heureusement, le polynôme est assez simple à dériver, sinon ça aurait été une horreur. Donc, qu'est-ce que ça va donner ce truc-là? Le premier morceau, je touche pas au k parmi n, il reste tel quel. Donc, x moins 1 puissance n, tout ça dérivé k fois. Donc, je peux voir ça comme une dérivée de composé si je veux, mais pour faire simple, ça va donner quoi? Eh bien, il va y avoir du n fois du n-1 fois du n-2 qui va venir en facteur jusqu'à n-k plus 1. Donc, je vais pouvoir dire simplement que c'est du n factoriel sur n-k factoriel, fois x-1, donc je suis parti d'une puissance n que j'ai dérivée k fois, donc puissance n-k. Même principe pour le deuxième facteur, et bien ici, je vais dériver n-k fois cette fois, et donc je vais avoir n-k fois, c'est-à-dire que finalement, je vais avoir en facteur du n factoriel sur k factoriel cette fois, et fois du x plus 1 à la puissance, donc n-k, c'est-à-dire juste k. On réarrange un petit peu tout ça, donc n'oublions pas, là on veut arriver, heureusement ça nous a été donné, donc on doit avoir un coefficient en 1 sur n parmi 2n qui doit arriver. Je vais l'écrire ici, donc n parmi 2n, qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est du 2n factoriel sur, eh bien, n factoriel fois 2n moins n factoriel, donc re-n factoriel, donc un n factoriel carré. Donc je dois avoir ce terme-là qui doit apparaître, mais à l'inverse. Donc je dois avoir du n factoriel carré qui doit sortir sur du 2n factoriel. Bah tiens, ici, ça commence déjà à sortir. J'ai déjà du n factoriel carré, et donc je vais me servir dans ce qui m'arrange pour faire apparaître la quantité demandée. Donc somme pour k allant de 0 à n toujours. Et bien dans le k parmi n, je peux dire que je vais plutôt dire que j'ai envie de faire apparaître un autre k parmi n. Donc lui, il reste tel quel. Ici, j'ai déjà du n factoriel fois du n-k factoriel ici, et j'ai un k factoriel qui est juste là. Donc en fait, là, je suis en train de dire que je récupère tout ça pour recréer mon coefficient binomial. Et donc, il me reste un n factoriel que je vais sortir de la somme, que je vais écrire du coup ici. Ensuite, pour les parties des polynômes, ça, je touche pas. Donc, x-1 puissance n-k, x plus 1 puissance k. Voilà, ça, c'était pour notre un dérivé n fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'était d'établir la relation sur Pn. Donc, on revient par définition, Pn, ça n'est rien d'autre que, eh bien, n factoriel sur 2n factoriel fois, eh bien, un dérivé n fois. Donc, maintenant, en remplaçant avec ce qu'on a, ça tombe direct. On a du n factoriel carré sur 2n factoriel fois la fameuse somme. Donc elle, je la touche pas parce que elle est exactement maintenant sous la forme que je veux, en disant que ici j'ai bien retrouvé mon k parmi n. Ok, donc je peux écrire que c'est bien la somme pour k allant de 0 à n dk parmi n carré, x-1 puissance n-k, x plus 1 puissance k. Et maintenant, comme je l'ai dit avec le rappel au-dessus, n factoriel carré sur 2n factoriel, c'est exactement l'inverse de la quantité que j'ai rappelé juste ici. Donc je peux dire que c'est bien 1 sur n parmi 2n. Voilà, et maintenant qu'on a cette relation, pour le petit b, en déduire Pn de 1 et Pn de moins 1, ça va pas être bien compliqué. Je prends la relation qu'on vient d'établir sur Pn et j'évalue ça en 1. Donc ça me fait 1 sur n parmi 2n fois la somme pour k allant de 0 à n, donc dk parmi n carré. Et donc cette fois, j'ai x moins 1 qui est évalué en 1, donc ça va me faire tout simplement 0 à la puissance n-k, fois donc 1 plus 1, donc 2 à la puissance k. Attention ici, il y a un piège, c'est vraiment un truc de noob de se faire avoir sur ça,
c'est pas parce qu'on voit un 0 qui est en facteur que immédiatement tout va être nul forcément. Ici, il faut vraiment prendre en compte eh bien, la puissance sur le 0 qui vaudrait 0. Autrement dit, le cas où l'indice k vaut n. Donc, lorsque le k vaut n, on n'a pas 0, on a 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? Il reste que le terme en k égale n. Donc finalement, ça nous fait 1 sur n parmi 2n. Ensuite, donc, je vais avoir du n parmi n au carré, donc ça c'est juste 1, ou encore du 1, fois du 2 puissance n. Et donc finalement, c'est ça qu'on trouve. Donc je vais l'écrire comme ça, 2 puissance n sur n parmi 2n. Je fais la même chose pour la valeur en moins 1. Pn de moins 1, ça vaut 1 sur n parmi 2n. Donc somme pour k allant de 0 à n, dk parmi n. Donc cette fois, on va avoir du moins 1, donc ça va être du moins 2 le tout à la puissance n-k, ok, et de l'autre côté, on va avoir du donc moins 1 plus 1, donc 0 à la puissance k. Comme tout à l'heure, le truc c'est de prendre en compte le cas particulier où l'indice dans la puissance du 0 eh bien, est nul, autrement dit lorsque k vaut 0 tout simplement. Donc 1 sur n parmi 2n, ok, donc 0 parmi n, c'est encore 1, moins 2 à la puissance n encore, donc je vais l'écrire moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n, et on a dit, lorsque le k vaut 0, bah, c'était lorsque cette quantité-là valait tout simplement 1. Donc voilà, c'est juste ça que ça donne. Donc finalement, ça peut se réécrire moins 1 puissance n, 2 puissance n sur n parmi 2n. Allez, on passe à la question 3. Donc cette fois, n est supérieur ou égal à 2. Et pour la a, on nous demande de déterminer les racines de un ainsi que leur multiplicité. Eh bien, c'est la remarque qu'on avait fait tout à l'heure, que j'avais fait ici. Donc, j'avais été un petit peu rapide, j'avais pas fait attention eh bien, sur le cas particulier où n égale 0, ce que je raconte est faux. Puisque lorsque n égale 0, un c'est le polynôme constant égal à 1, donc il n'a pas de racine. Je vais le rajouter ici en remarque. Donc ça, c'est valable dès que n est supérieur à 1. Donc là, pas de souci pour ce qu'on a raconté ici, on va dire, voir ci-dessus. Okay, on avait dit que moins 1 et 1 étaient les racines de un, de multiplicité n chacune. Alors pour le petit b, on nous demande, en utilisant le théorème de Rolle, montrer que Pn possède au moins n racines eh bien, dans l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Okay, là encore, le sujet est sympathique, il nous dit d'utiliser l'outil du théorème de Rolle et de montrer qu'elles sont toutes dans moins 1, 1 ouvert. Donc, eh bien, on nous a dit qu'on allait confondre en début d'énoncé un polynôme et sa fonction polynomiale associée, donc pas la peine de prendre de précautions de notation. Donc on va appliquer le théorème de Rolle sur l'intervalle moins 1, 1. Alors rappel rapide sur ce que c'est que le théorème de Rolle. Étant donné une fonction définie sur un segment AB à valeur dans R, le théorème de Rolle part de 3 hypothèses. Si ma fonction elle est continue sur le segment, deuxièmement si la fonction est dérivable sur l'ouvert, et troisièmement si on a que f de a égale f de b, donc la fonction prend des valeurs égales sur le bord de l'intervalle. Eh bien, si ces trois conditions sont réunies, le théorème de Rolle nous affirme qu'il va exister un certain C dans l'ouvert AB, tel que f' de C égale 0. Okay, donc graphiquement, je rappelle, ça veut dire quoi? C'est que si on a une situation telle que je l'ai dessinée ici, donc je pars d'une certaine hauteur et je reviens à la même hauteur, et que ma fonction est assez régulière, eh bien, je vais avoir au moins une tangente horizontale dans l'ouvert AB. Donc ça, c'est le théorème de Rolle. Donc il faut qu'on voit ici comment est-ce qu'on va l'exploiter. Alors comment est-ce qu'on va identifier le type d'utilisation qu'on va faire de ce théorème? Eh bien, il y a un indice clair dans la question, c'est qu'on nous demande de montrer que Pn possède au moins n racines. Donc déjà, le théorème de Rolle, il nous permet de montrer qu'il n'existe qu'un seul C a priori, enfin qu'au moins un seul C. Donc, quand on nous demande de montrer qu'il y a au moins plusieurs points d'annulation, eh bien, ça va nous obliger à faire eh bien, plusieurs utilisations du théorème de Rolle. Ok, là encore, la structure de l'énoncé, elle doit nous aider. On est à la B, et donc la A nous proposait de regarder eh bien, les racines de un. On a dit que un, ces racines, comme par hasard, ça va être moins 1, 1, et on voit que le Rolle ici, il n'y a pas trop de mystère, hein, il va falloir l'utiliser sur l'intervalle moins 1. Donc ça m'indique qu'il va falloir que je commence par m'intéresser à la fonction un sur l'intervalle moins 1, 1. Donc allons-y, regardons la fonction un, essayons de lui appliquer le théorème de Rolle. Ok, je vais faire ça sous la forme d'un brouillon. Donc si maintenant je considère un, donc pas de souci sur les problèmes de régularité, hein, puisque un est une fonction polynomiale, donc il y a absolument zéro problème. Les histoires de continuité, dérivabilité. Donc ça, il va falloir le dire bien sûr dans la rédaction, mais pour nous, au brouillon, ici, il va y avoir aucun problème. On a un, je vais la mettre directement sur le segment, hein, comme le demande le théorème de Rolle.
donc un sur moins 1, la valeur dans R, eh bien, vérifie les trois hypothèses. Donc, je vais le mettre ici. La continuité, c'est OK. La dérivabilité, c'est OK. Et on a bien que un de moins 1 est égal à un de 1. Il se trouve que c'est égal à 0. Mais ça, c'est pas obligé de l'avoir dans les hypothèses du théorème de Rolle. Donc, par le théorème de Rolle, on a l'existence d'un certain C qui annule eh bien, la dérivée de un. Et donc, comme j'ai senti qu'il allait avoir plusieurs utilisations du théorème de Rolle, ce C, je vais l'appeler C0, qui appartient donc à l'ouvert moins 1, tel que, eh bien, un prime de C0 est égal à 0. Autrement dit, eh bien, on a montré que un' admettait eh bien, une racine dans l'ouvert moins 1. Donc maintenant, rebelote, on a envie de refaire un théorème de Rolle, mais cette fois sur un'. Parce que, je rappelle où on est dans un problème d'analyse. Donc il faut commencer à se poser des questions sur la tête eh bien, de la fonction qu'on manipule. Donc un, a priori, c'est une fonction. Ici, j'ai -1, là, j'ai 1. Je sais qu'elle s'annule en -1 et en 1, et je sais que un' s'annule. Traduction, dire que un' s'annule, donc j'ai mon C0 ici, je le mets là, et je me pose la question, à quoi ressemble, a priori, eh bien, un', puisque je vais vouloir lui appliquer encore une fois un théorème de Rolle. Donc par le dessin, je me pose la question, que vaudrait un' en -1 et en 1. Bah tiens, je me pose la question des racines de la dérivée, sachant que -1 et 1 étaient déjà des racines de un, et bien là, si j'ai envie d'obtenir ce genre de relation, je dois absolument me poser la question de la multiplicité. Pourquoi? Parce que la multiplicité, il y a deux manières de la caractériser. On peut dire que c'est eh bien, la puissance de x moins la racine dans la décomposition en produit d'irréductible, ou bien l'autre manière de caractériser les multiplicités des racines, c'est de s'intéresser aux racines des dérivées. Si j'ai une racine de multiplicité n, ça veut dire que cette racine, eh bien, elle va également être racine des dérivées successives, donc jusqu'à u dérivée n-1 fois. Donc là, disons que -1 est racine au moins double, puisque n vaut au moins 2, eh bien ça veut dire que -1 et 1 vont également être racines de un'. Donc je sais que ma fonction un', elle doit faire un truc comme ça, au minimum. Donc là, une fois que j'ai compris que ma fonction un' se comportait grosso modo comme ça, eh bien le théorème de Rolle m'assure que, tiens, ça va encore s'annuler cette affaire. Hop, au moins une annulation sur cet intervalle -1 c'est 0, et puisque eh bien, toujours les histoires de continuité sont vérifiées par le fait qu'on a des fonctions polynomiales, et on a encore que la valeur de la fonction en C0 est égale à la valeur de la fonction en 1, donc là encore, un autre point d'annulation ici. Donc je peux dire que j'ai un C1 et un C2. Très important en analyse, si tu veux pas que les exercices soient complètement abstraits, de faire des dessins. Une fois que tu as maîtrisé ça, les raisonnements deviennent beaucoup plus naturels et intuitifs. Rapidement, je peux dire que j'ai C1 et C2, tel que, eh bien, un' de C1 égale un' de C2 égale 0. Remarque importante, c'est que le C1 et le C2 sont bien tels que je les ai dessinés sur mon dessin. Je ne peux pas avoir C1 qui se confond avec le -1 et le C0. Okay, donc, puisque le théorème de Rolle nous dit, c'est une hypothèse qui est très importante, c'est que le C1, il est dans l'ouvert -1, C0, et que le C2, il est dans l'ouvert C0, 1. Donc je ne peux pas avoir de mauvaise surprise du genre, tiens, en fait, c'est une racine qu'on connaissait déjà. On a bien des nouvelles valeurs pour C1 et C2. Ici, j'ai oublié de mettre que c'était un seconde, puisque ce qu'on a représenté ici, c'était la courbe de un'. Et donc, ce que je viens de faire avec un', je peux très bien le répliquer avec un seconde. Okay, donc, si sur le même dessin, je représente ma fonction un seconde que je vais faire en violet, tiens, donc j'ai encore une fois que un seconde s'annule à la fois en -1 et en 1 à cause de l'argument de la multiplicité de -1 et 1 comme étant des racines de multiplicité n dans le polynôme un. Ma fonction un seconde, sur l'intervalle -1, 1, elle doit faire un truc de ce style. Hop, ici, on sait que ça s'annule aussi en C0, on sait que ça s'annule en C2, et hop, ça se réannule en 1. Donc ça va me forcer à avoir encore des points d'annulation. Celui-là que je vais pouvoir appeler C3, celui-là que je vais pouvoir appeler C4, et ainsi de suite. Donc maintenant, on a compris un petit peu la logique. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai montré que un' admettait au moins une racine C0. J'ai montré que un seconde admettait bien deux autres nouvelles racines C1 et C2. Donc je dis bien dans l'intervalle -1, 1, ce qu'on a justifié ici que c'était bien
distincts de moins 1 et 1, et je comprends que je peux continuer comme ça, en fait, par récurrence. Une fois que j'ai compris ça au brouillon, on peut faire la démonstration par récurrence que, eh bien, pour tout cas dans l'intervalle, eh bien, je peux dire 1n, eh bien, la fonction un dérivée k fois admet au moins k racines dans l'intervalle moins 1, 1. Ok, donc je comprends bien que je suis obligé de passer par les dérivées qui sont antérieures à la dérivée énième. Partie de la dérivée première, puis je descends à la dérivée seconde, etc. jusqu'à, par récurrence, arriver à la dérivée énième. On démontre plus que ce qui est demandé, mais c'est bien nécessaire ici pour y arriver. Pour pas que la vidéo dure des heures, je ne vais pas faire dans cette vidéo la démonstration de ce raisonnement par récurrence, mais si tu as besoin, tu le trouveras dans le corrigé. Ok, maintenant qu'on a montré que un dérivé n fois possédait eh bien, au moins n racines distinctes dans moins 1, 1, eh bien, vu que Pn c'est la même chose à un scalaire près, bah, lui aussi possède n racines distinctes dans moins 1. Or, faut pas oublier qu'on a montré que le degré de Pn, bah, c'était égal à n, et donc on sait que le degré, il permet de limiter le nombre de racines. Donc, vu que le degré c'est n, eh bien les n racines distinctes qu'on vient de déterminer dans moins 1, 1, eh bien en fait, c'est les seules. Donc je vais le dire comme ça, donc Pn n'admet pas d'autres racines. Ce qui veut dire que celles qu'on a déterminées, pas vraiment déterminées, mais on a montré qu'elles existaient dans moins 1, 1, on ne saurait pas donner les valeurs de ces racines, mais en tout cas on sait qu'elles existent, et elles prennent toute la place que peuvent prendre les racines dans Pn, donc il n'y en a pas d'autres. On peut être un petit peu plus précis, maintenant qu'on sait qu'on a exactement n racines avec un polynôme de degré n, eh bien forcément du coup la multiplicité de ces racines c'est 1. Donc on peut dire carrément que Pn eh bien, est scindé à racine simple. Donc je rappelle, être scindé à racine simple, c'est juste une manière sophistiquée de dire que le polynôme il a autant de racines distinctes que son degré. Allez, on s'intéresse maintenant à la question 4. Donc cette fois, dans la A, on nous demande d'établir par récurrence une grosse relation eh bien, avec des intégrales et des sommes. Bon, je ne sais pas si tu as déjà l'intuition de ce qui va servir pour la démonstration de cette relation, mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Je ne vais pas la corriger ici en vidéo, je te laisse la faire en entraînement et tu auras toujours la correction pour te débloquer au besoin. On admet cette question A ici et on va s'intéresser plutôt tout de suite à la B. On nous demande de déduire bien sûr de la relation qu'on aura établie à la A, eh bien, le fait que l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn plus 1 de t q de t dt égale 0. Pn plus 1 étant toujours eh bien, la suite de polynômes avec laquelle on travaille depuis tout à l'heure. Donc la B, elle va être un petit peu plus intéressante puisque, eh bien, on retombe sur la famille de polynômes qui nous intéresse depuis tout à l'heure et surtout, on va avoir des raisonnements propres aux polynômes. Donc allons-y, on s'intéresse du coup à l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn plus 1 de t q de t dt. Je vais remplacer tout de suite ce que c'est que Pn plus 1. Donc je vais sortir les constantes en facteur de Pn plus 1. Donc je vais avoir du n plus 1 factoriel sur du 2n plus 2 factoriel, fois du coup l'intégrale de moins 1 à 1. Donc de un plus 1 dérivé n plus une fois de t fois q de t dt. Bon là, ça devient évident qu'on va utiliser la question précédente puisqu'on a ce terme-là qui apparaît. Et dans la question précédente, on avait bien un p dérivé n plus une fois. Donc en gros, on utilise la question précédente pour le cas particulier où P, c'est eh bien, le polynôme un plus 1. Donc en remplaçant, ça va me donner n plus 1 factoriel, 2n plus 2 factoriel, fois eh bien, la grosse quantité, moins 1 puissance k, fois eh bien, un plus 1 dérivé n moins k fois de t, u dérivé k fois de t moins 1, 1, plus moins 1 à la puissance n plus 1, fois l'intégrale de moins 1 à 1, un plus 1 de t fois q dérivé n plus une fois de t dt. C'est là où les choses deviennent intéressantes, puisqu'on va enfin utiliser eh bien, des arguments sur les polynômes. Bon bah ici, je sens que je vais devoir remplacer bon bah toute cette quantité-là en 1 et en moins 1. Mais ici, il ne faut surtout pas oublier que 1 et moins 1, on sait que ce sont des racines d'une certaine multiplicité. Donc un plus 1, on sait que ces racines sont 1 et moins 1 de multiplicité n plus 1. Autrement dit, toutes les dérivées successives vont s'annuler en 1 et en moins 1. Donc, tout ça va valoir 0. Donc finalement, toute cette somme dégage. Ok, l'autre argument ici, pour justifier que tout ça s'annule, donc maintenant je regarde que ce terme-là, hein, bah ça va être quoi? C'est de se dire, bah de se rappeler qu'on nous a introduit q comme étant un polynôme de degré au plus n. Et là, j'ai du q dérivé n plus une fois. Bon, bah si je dérive un polynôme de degré n plus de fois que son degré, bah ça me fait le polynôme nul. Donc ça, c'est 0. Donc finalement, tout ça, c'est 0. Donc ce que tu viens de voir ici, c'est un raisonnement
qui porte sur des propriétés algébriques, mais dans un contexte d'analyse où on fait du calcul intégral. Okay, donc c'est pas pour rien tout à l'heure que je te disais que la maîtrise des polynômes, elle est à maîtriser absolument sur le bout des doigts. Ça m'étonnerait pas du tout ici de voir des élèves qui ont l'impression de devoir faire des calculs à rallonge, faire des lignes et des lignes de calcul pour rien, simplement en prenant le temps de l'analyse et en gardant en tête les propriétés algébriques qu'on a démontrées précédemment, et bien de voir que ça s'annule dans tous les sens. Et voilà qui clôt notre partie A. J'espère que ça t'a aidé. Donc tu vois ici, il y a plein de choses qu'on a révisées à la fois sur les polynômes et un petit peu d'analyse quand même. Maintenant, on va passer à la partie B de ce problème, donc qui porte sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. Ça m'intéresse de savoir si tu fais partie de ceux dont le prof l'a mis dans le cours ou en exercice ou que tu l'as complètement squeezé. Dis-le moi en commentaire. Ça permettra de savoir un petit peu où vous en êtes sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc je sais qu'il y a des profs en spé qui sont obligés de gérer eh bien, les différents cas. Donc souvent, il y a des profs qui font au minimum un rappel s'ils ne le mettent pas carrément dans le cours de spé. Mais moi, je préfère toujours, avec mes élèves, rajouter une couche dessus parce que c'est souvent un truc qui est mal maîtrisé jusqu'au milieu de l'aspect. Moi, je pense que c'est vraiment le genre de choses qu'on peut très bien maîtriser si on s'y prend assez tôt. Commençons par introduire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un problème d'interpolation. Imaginons qu'on a un certain polynôme dont on sait qu'il passe par certaines valeurs. Et donc, disons ici, on a un alpha 1, un alpha 2 et un alpha 3, et on sait que notre polynôme il passe par ces trois points-là. Mais un problème d'interpolation, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a comme polynôme qui passerait par ces trois points-là? Ok, on devine un petit peu le truc, c'est que si jamais je me donne pas de restriction sur le degré du polynôme, bah, il va y en avoir a priori une infinité. Donc j'ai ce que j'ai fait en jaune, mais je pourrais avoir un autre polynôme qui se met à faire ça. Donc le problème d'interpolation, il va se faire, pour que ça soit raisonnable comme problème, eh bien il va se faire en limitant le nombre de points par lequel va passer le polynôme en fonction du degré. En connaissant le degré du polynôme, eh bien le problème peut paraître assez intuitif. Si j'ai un polynôme de degré 1, autrement dit une droite dans le plan, eh bien étant donné deux points par lesquels passe eh bien, ma droite, c'est-à-dire mon polynôme de degré 1, bah, il va y en avoir qu'un seul. Si je monte d'un cran, eh bien, si cette fois je ne considère que des paraboles, donc un polynôme de degré 2, eh bien, étant donné 3 points du plan, eh bien, il va exister qu'une seule parabole passant par ces 3 points. Alors, avec ce que je viens de raconter, ça permet de se convaincre que, étant donné n plus 1 point du plan, eh bien, il va exister un unique polynôme qui va passer par ces points-là à condition de limiter son degré. Mais ça ne permet pas encore d'expliciter eh bien, ce qu'est ce polynôme. Et c'est ce à quoi va servir précisément la famille des polynômes interpolateurs de Lagrange. Intéressons-nous maintenant à la définition de cette famille. Donc, étant donné alpha 0 jusqu'à alpha n, donc n plus 1 réel distinct, donc pour l'instant on se limite au segment moins 1, 1, on définit donc le k plus unième polynôme interpolateur de Lagrange de la manière suivante. On dit que c'est le produit des x moins alpha j sur alpha k moins alpha j. Et donc bien sûr, pour que ce truc-là ait un sens, il ne faut pas que ça s'annule au dénominateur. Et donc ça, on dit que c'est pour les j allant de 0 à n, mais j bien sûr différent de k. Je sais que ça peut paraître compliqué écrit comme ça, mais lk en fait c'est un polynôme qui est très simple. Donc en gros c'est x moins alpha 0, x moins alpha 1, etc. On saute le alpha k jusqu'à du coup x moins alpha n. Et tout ça sur alpha k moins alpha 0, alpha k moins alpha 1, etc. jusqu'à alpha k moins alpha n. Mais toujours en sautant bien sûr le terme en j égale k. Alpha k est donc directement défini par sa forme en produit d'irréductible. On voit que, trivialement, alpha k, bah, ses racines, c'est quoi? Bah, c'est tous les alpha j, sauf alpha k. Donc pour la première question ici, qui nous demande quel est le degré de alpha k, vu qu'on a sa décomposition en produit d'irréductible, eh bien c'est facile. On voit que c'est un produit de exactement n facteurs, de degré 1, donc il est de degré n. Ensuite, on nous demande ce que ça vaut que, eh bien, lk de alpha i, eh bien lk de alpha i, pour écrire les choses proprement, je vais pouvoir dire que c'est eh bien, le produit des alpha i moins alpha j sur alpha k moins alpha j, toujours pour j allant de 0 à n, et j différent. Bon, je l'ai dit tout à l'heure en remarque, on sait que les racines de lk, bah, c'est tous les alpha j sauf alpha k. Donc dès que alpha i va valoir les alpha j autres que alpha k, ça donne 0. Donc on va faire ici en distinction de k,
On va dire tout de suite que ça fait eh bien 0 si i est différent de j. Ok, j'ai un produit, hein, donc dès que le j va valoir i, ça vaut 0. Mais si le i vaut k, eh bien le alpha j va sauter cette valeur-là. Donc finalement, je vais me retrouver en haut, j'ai écrit j ici. Et donc maintenant, si je considère que le i égale k, donc au dénominateur, j'ai alpha i moins alpha j, comme au numérateur. Donc, évidemment, ça fait 1. Ça, c'est dans le cas où i égale k. Je ne connais pas le symbole Kronecker, c'est juste cette quantité-là. Hein. Donc, ça s'écrit delta ik. Donc, c'est 1 si i égale k et 0 sinon. Donc là, pour comprendre ce qui est en train de se passer concrètement, c'est que les LK, ils ont été posés précisément pour vérifier cette propriété-là. En gros, on s'est débrouillé pour poser comme LK bien un truc qui se comporte bien sur les alpha i. Donc LK, eh bien, il s'annule sur partout, sauf en alpha k, en lequel il vaut 1. Allez, question 7 maintenant, on nous demande de montrer que, eh bien, étant donné un polynôme p de degré au plus n, eh bien, il va falloir montrer que p, c'est la somme des p de alpha k, lk. Ok, autrement dit, à partir de la valeur que prend p sur les alpha k, et à l'aide des polynômes de Lagrange, eh bien, on obtient une nouvelle manière d'expliciter le polynôme p. Je sais que c'est pas super simple, hein, tout ce que je suis en train de raconter. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Il va falloir montrer une égalité entre polynômes. Alors le raisonnement classique à adopter ici pour démontrer ce résultat, eh bien pour montrer qu'un polynôme égale un autre, eh bien on peut montrer que déjà ils ont les mêmes degrés et qu'ils coïncident en un nombre de points qui est supérieur à leur degré. Donc je répète ici, P on sait qu'il est de degré au plus n, je vais regarder le membre de droite de cette égalité. Donc appelons ça Q. Donc je vais dire que Q, c'est le membre de droite. Donc c'est par définition la somme des P de alpha K Lk, pour K allant de 0 à N. Je vais dire que ça, c'est de degré N, puisqu'on connaît le degré de Lk. Hein. Donc je dis degré de Lk égale N, K entre 0 et N. Donc, eh bien, je peux affirmer que Q est de degré pas forcément égal à N, hein, parce qu'on se rappelle qu'il peut y avoir des simplifications, mais de degré en tout cas au plus n. Donc Q, je peux dire qu'il appartient à Rn de x. Donc P et Q sont tous les deux de degré au plus n, et je vais montrer maintenant qu'ils coïncident sur, donc là il n'y a pas grand mystère hein, sur ce en quoi on va les évaluer, ces polynômes, évidemment ça va être en les alpha k, et je vais montrer que ils coïncident. Donc allons-y, si je fais Q de, alors je vais dire alpha i, donc je vais me fixer un i par avant, i entre 0 et n. Donc si je fais Q de alpha i, donc par définition, ce truc-là, ça fait quoi? Eh bien, ça fait la somme pour k allant de 0 à n des p de alpha k, donc ça c'est de la constante, donc je ne touche pas, et lk de alpha i. Et on a dit hein, que les polynômes de Lagrange ont été introduits exprès pour bien se comporter sur les alphas, donc évidemment que je me tourne vers les alphas pour regarder comment tout ça se comporte. On a dit que ce truc-là, par la question précédente, c'était égal à delta ik. Autrement dit, ça vaut 0 partout, sauf lorsque k égale i. Donc finalement, dans cette somme, il ne me reste que le terme en k égale i. Autrement dit, ça va faire p de alpha i. Donc q de alpha i égale p de alpha i. Ça tombe de suite, ça a été posé exprès. Maintenant, c'est l'argument sur les degrés. On dit p et q sont deux polynômes de degré n qui coïncident en, et bien sur tous les alpha i, donc en n plus 1 point, donc plus de points que leur degré. Donc ils sont égaux. Donc P et Q coïncident sur n plus 1 point distinct. Ils sont de degré au plus n, donc ils sont égaux. Et on a montré comme ça l'égalité demandée. Bon, cette égalité, encore une fois, elle nous dit que P, on peut l'exprimer en fonction des LK. Une manière d'interpréter cette relation, c'est de dire qu'un polynôme est entièrement déterminé par sa valeur en un certain nombre de points, à condition bien sûr de limiter le degré du polynôme. Allez, on regarde la question 8. Maintenant, on nous introduit une certaine application dont il va falloir montrer qu'elle est bijective. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un polynôme p de degré au plus n, et elle renvoie eh bien, le n plus 1 uplé de ce qu'il vaut sur les alpha i. Si on traduit exactement ce que veut dire que cette application phi est bijective, c'est une autre manière de répéter eh bien, ce que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, c'est que si je me fixe des valeurs sur les p de alpha i, eh bien, il ne va exister qu'un seul polynôme de degré au plus n en ces valeurs-là. Cette phrase pompeuse, elle est ramassée en un concept mathématique, introduire la bonne application et justifier qu'elle est bijective. Maintenant qu'on a dit ça, c'est super, mais comment on va montrer en pratique que cette application elle est bijective? Donc, il y a plusieurs manières de justifier une bijectivité. L'une des plus efficaces, donc
je vais te présenter deux méthodes pour répondre à cette question 8. La première, c'est celle qui est la plus expéditive, ce qui montre le plus d'un coup. Bien, pour montrer qu'une application est bijective, je peux essayer d'exhiber la bijection réciproque. Et avec ce qu'on a fait jusque-là, bah, c'est assez compréhensible, c'est presque naturel de passer par cette méthode-là. La deuxième méthode, eh bien, ça va être de passer par les outils d'algèbre linéaire. Donc allons-y pour la première méthode. Bah, la première méthode consiste à reprendre à notre compte sous forme d'application ce qu'on a établi précédemment. On ne peut pas encore écrire phi-1 comme application, donc je vais l'appeler psi, et on montrera que psi égale en effet phi-1. Donc vu que ça va être la réciproque, il va bien falloir qu'elle parte de Rn plus 1 et qu'elle atterrisse dans Rn de x. Ok, donc là, je vais essayer de poser le raisonnement de la manière la plus claire possible. Donc ici, psi est censé faire l'inverse de ce que fait l'application phi. Que fait phi? Phi, elle prend une application p, qui est donc un polynôme de degré au plus n, et renvoie ses valeurs sur les alpha i. Donc dans ma tête, ça va devoir être p de alpha 0, et ça doit être p de alpha n. Et qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Eh bien, si je connais ces valeurs-là, est-ce que je suis capable de donner l'unique polynôme qui prend ces valeurs-là en alpha 0, alpha n? Eh bien oui, c'est ce qu'on a fait exactement à la question précédente. Si je connais les p de alpha i, eh bien p est entièrement déterminé à l'aide des polynômes interpolateurs de Lagrange. Moralité, si je considère que mon x0 c'est p de alpha 0 et que mon xn c'est p de alpha n, forcément, il n'y a pas le choix pour p, ça doit être ce polynôme-là. Donc, somme, je ne peux pas écrire p de alpha 0, donc évidemment, je dois le faire en fonction de mes xi. Donc, je peux dire que c'est la somme des xk fois lk, pour k allant de 0 à n. Donc, quand je considère cette application psi-là, ça fait bien exactement l'inverse de ce que faisait l'application phi. Donc maintenant, pour justifier que psi c'est bien la réciproque, ben, je vais composer psi rond phi, faire phi rond psi et vérifier qu'à chaque fois je retombe bien sur l'identité. Donc je ne me trompe pas sur l'essence, hein. Si je fais psi rond phi, donc ça, phi elle partait de Rn de x, et elle retombe bien à nouveau dans Rn de x, donc je vais retrouver l'identité de Rn de x. Et il va falloir montrer que phi rond psi, eh bien, c'est égal à l'identité de Rn plus 1, comme ça. C'est parti pour la démonstration. Donc si je pars d'abord de psi rond phi, eh bien, phi, ça mangeait un polynôme p. Il va falloir que je m'introduise un p dans Rn de x. Donc par définition, ça, c'est psi de phi de p, c'est-à-dire, donc phi de p, qu'est-ce que c'est? C'est p de alpha 0 jusqu'à p de alpha n. Donc maintenant, il faut que j'applique l'application psi en ce n plus 1 up là, p de alpha 0 jusqu'à p de alpha n. Donc je rappelle ce que c'est que la définition de psi, hein, c'est juste là. Bah, si j'ai des valeurs fixées x0, xn, ça devient la combinaison linéaire de lk avec ces xk là. Donc ici, ça donne quoi? Ça donne la somme pour k allant de 0 à n des p de alpha k fois lk. Et qu'est-ce qu'on a montré dans la question 8? Ben, exactement que ça c'était égal à p. Donc je rappelle, ce qu'on a fait, c'était ici, dans la question 7, pardon, on avait montré que tout polynôme p s'écrivait de cette manière-là. On a bien montré que psi rond phi était bien égal à l'identité de Rn de x. Maintenant, dans l'autre sens, maintenant il faut que je me fixe un n plus 1 uplé x0 jusqu'à xn, et je regarde phi rond psi de ce n plus 1 uplé. Ok, donc par définition, ça c'est psi de x0 jusqu'à xn, et donc ça c'est quoi? La somme des xk, lk pour k allant de 0 jusqu'à n. Et donc je dois appliquer phi en ce nouveau polynôme-là. On rappelle ce que fait que l'application phi, on l'a ici, eh bien elle prend le polynôme et elle l'évalue en les alpha. Bon bah ce truc-là, regardez ce que ça fait lorsque je l'évalue en un certain alpha i, donc ça va faire de la somme de xk lk de alpha i. Et comme on l'a vu tout à l'heure, lk de alpha i, c'est delta ik, on va faire ces étapes-là. Donc ce truc-là, ça renvoie, eh bien, le n plus 1 uplé suivant, somme pour k allant de 0 à n, xk fois lk de alpha 0, etc., jusqu'à la somme des xk, lk de alpha n. Donc pour k allant de 0 à n toujours. Eh bien, le lk de alpha 0, je le remplace par delta ik, c'est la même chose à chaque fois. J'aurais pu faire ça avec des indices, hein, mais c'était pas la peine de rajouter de la complexité pour rien. Et donc ici, ça fait delta, eh bien,
nk. Dès que tu as du delta ik, ça veut dire qu'il va rester que le terme en k égale i. Ici j'ai mis un i, non, c'est un 0. Ok, donc quand tu as du delta 0k, ça veut dire qu'il va te rester dans la somme que le terme en k égale 0, autrement dit x0. Et pareil pour le dernier, on a du delta nk, donc il nous reste que le terme en k égale n, donc il nous reste que xn. Et voilà, donc je retombe bien sur x0, xn. J'en conclus donc qu'on a bien que phi rond psi, c'est bien l'identité de Rn plus 1. Et voilà pour la première méthode. Donc une fois que j'ai dit ça, je peux en conclure que phi est bijective, et on a montré un petit peu plus que la bijectivité, on a carrément explicité la bijection réciproque. Et donc en particulier, je le mets entre parenthèses, psi, c'est phi moins 1. Voilà pour cette première méthode. Alors je sais qu'elle est pas forcément la plus simple parce qu'il faut être capable d'expliciter cette application psi, donc ça demande une vraie compréhension de ce qu'on a fait précédemment. Mais il y a un autre moyen, plus simple, qui consiste à utiliser la puissance de l'algèbre linéaire. Et donc je tiens à ce qu'on la voie, cette méthode, parce que maintenant que vous êtes sur le point de passer en SP, il faut absolument commencer à s'habituer à ces choses-là. C'est pas pour rien qu'on vous a appris l'algèbre linéaire, c'est parce que c'est un outil qui est vraiment super puissant, et on va en avoir un exemple ici. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que eh bien, l'application phi, on va remarquer qu'elle est linéaire. On va remarquer donc que phi est linéaire et que c'est une application linéaire entre des espaces vectoriels de dimension finie. Et non seulement ils sont de dimension finie, mais ils vont être de dimension égale. Donc, autrement dit, on va montrer que phi est en fait un isomorphisme. Donc, on va dire que la dimension de Rn de x, c'est la même chose que la dimension de Rn plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc une fois qu'on a fait ces deux remarques, je ne refais pas la démonstration du fait que phi est linéaire, hein, c'est toi de le faire de ton côté, il n'y a rien de difficile là-dedans. Ensuite, la dimension Rn de x est de dimension n plus 1, donc pareil que R puissance n plus 1. Et quand on a une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension, la bijectivité équivaut à l'injectivité, équivaut à la surjectivité. Donc en fait, la bijectivité ici, on peut se contenter d'en montrer que l'injectivité ou la surjectivité. On peut faire les deux. Moi, je te propose ici de regarder l'injectivité. Donc, pour montrer l'injectivité d'une application linéaire, on montre que son noyau est réduit à 0. Donc, je me donne un polynôme P dans le noyau de phi. Donc, ça veut dire quoi que P est dans le noyau de phi? Ça veut dire que donc, phi de P égale 0, c'est-à-dire le 0 de Rn plus 1. C'est-à-dire que, eh bien, P de alpha 0 jusqu'à P de alpha n, c'est égal à 0. Bon, puisque P est un polynôme, ça revient à dire que, eh bien, pour tout j entre 0 et n, eh bien, alpha j est racine de p. Et on n'oublie pas que les alpha j sont 2 à 2 distincts et que p est de degré O plus n. Donc on a encore un polynôme qui a plus de racines que son degré. Au moins n plus une racine, donc p égale 0. Et on a montré comme ça que phi est injective. Elle est injective linéaire avec les espaces de départ et d'arrivée qui ont la même dimension, elle est donc bijective. Donc moi je trouve que c'est une méthode qui est quand même plus accessible en fait que l'autre, hein, parce que je sais que c'est pas super simple que d'écrire cette fameuse application psi, et qu'en plus, en réalité, c'est une méthode qui en fait va plus vite, parce que aller écrire l'application psi et aller vérifier psi rond phi et l'inverse, ça prend un peu de temps. Là, c'est que des arguments purement algébriques, il n'y a pas vraiment de calcul, ni cette difficulté d'avoir à deviner la réciproque. Et voilà pour ce que je considère comme étant la partie court des polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc tout ce qu'on a fait là, il faut considérer que c'est vraiment une extension immédiate du cours. Donc ça fait partie, en sup, ça peut apparaître comme étant un exercice, mais pour l'aspect, il faut vraiment maîtriser ça le plus tôt possible. C'est pour ça que je voulais en remettre une couche ici, avant que tu fasses ta rentrée. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était que les polynômes interpolateurs de Lagrange, dans la dernière partie, eh bien, on va utiliser les polynômes interpolateurs de Lagrange pour voir un petit peu un cas d'application. Alors regardons de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'une application au calcul intégral. On se fixe encore des alpha 0 à alpha n, les racines du polynôme Pn plus 1 de la partie A, qui sont donc n plus 1 réel 2 à 2 distincts du segment moins 1, 1. Maintenant dans la question 9, on se fixe une fonction continue du segment moins 1, 1, et il va falloir justifier qu'il existe un seul et unique polynôme Pf de degré O plus n, tel que eh bien, le polynôme Pf prend les mêmes valeurs que f sur les alpha i. Donc dans cette question, la fonction f est fixée, donc en particulier les f de alpha 0 jusqu'à f de alpha n sont des données. Et il faut justifier qu'il existe un polynôme P eh bien, qui interpole ces n plus 1 valeurs, P étant de degré O plus n, c'est un cas particulier de ce qu'on a déjà démontré dans la partie précédente. Ok, donc en gros, ça, ce sont, on pourrait considérer comme étant des x0 jusqu'à xn. Donc l'argument à invoquer ici, c'est la bijectivité
de l'application phi précédente. Donc on va le dire par bijectivité de phi. Il existe un unique antécédent qu'on appelle pf, donc dans Rn de x. Et bien un unique antécédent à quoi? À cet élément de Rn plus 1 de x, f de alpha 0 jusqu'à f de alpha n. Autrement dit, tel que phi de p égale le n plus 1 uplet particulier, f de alpha 0 jusqu'à f de alpha n. On traduit tout de suite ce que ça veut dire. Donc dire que phi de p égale ça dit exactement eh bien, que pf, donc ici pf de alpha i, égale f de alpha i pour tout i entre 0 et n. Pour la question 10, maintenant, on nous demande d'expliciter le fameux polynôme pf en fonction des polynômes de Lagrange. Là encore, il suffit de répéter ce qu'on a déjà fait dans la partie précédente. Donc on peut dire d'après, je ne sais plus quelle question, c'était la 7, et c'est ce qu'on avait montré ici, c'est que lorsqu'on a un polynôme, on peut complètement l'expliciter en fonction des polynômes de Lagrange à l'aide de cette relation-là. Donc c'est tout ce qu'on va utiliser ici. Donc d'après la question 7, Pf c'est égal la somme pour k allant de 0 à n des Pf de alpha k fois, alors je crois qu'il demande d'utiliser j comme indice, donc on va se tenir aux notations de l'énoncé. Donc la somme pour j allant de 0 à n des P de alpha j fois Lj. Ok. Or, on a dit P de alpha j, c'est pareil que F de alpha i, qui sont les données. Donc, somme pour j allant de 0 à n, F de alpha j fois Lj. Alors, pour la question 11, maintenant, eh bien, on fixe quelques notations. On donnait toujours une fonction f continue sur le segment -1, 1, on note i de f, son intégrale sur -1, 1, et j de f, son intégrale, enfin l'intégrale de -1, 1 de pf. Donc, quelque sorte, on peut penser à pf. Donc PF, quelque part, ça interpole, donc ça se rapproche de F en un certain sens. Et donc IF, c'est l'intégrale de F, et JF, on peut quelque part la considérer comme, eh bien, une intégrale approchée de f à l'aide d'un polynôme. Une intégrale d'un polynôme, c'est toujours très facile à calculer, mais si je prends une fonction a priori quelconque, si elle est continue, donc l'intégrale est bien définie, pas de problème, mais il n'y a aucune raison qu'on sache en calculer la valeur exacte de l'intégrale. Ok, je sais que certains ont ce biais, rappelez-vous, qu'il y a très peu de fonctions qu'on sait intégrer en fait, parce qu'en général, trouver des primitives, c'est très très dur. Il y a seulement quelques fonctions qu'on sait gérer. Le reste, en général, les intégrales, on ne sait pas les calculer. Mais on a quand même des méthodes pour les approcher, et c'est précisément ce qu'on est en train de faire dans cette partie. Donc la méthode consiste à s'appuyer sur les polynômes interpolateurs de Lagrange, pour, quelque part, approcher l'intégrale d'une fonction. Donc ce qui est demandé ici, c'est, on nous demande de commencer par montrer que j de f peut s'écrire comme la somme des mu i f de alpha i, où les mu i seront exprimés à l'aide des polynômes li et des réels alpha i. Et ensuite, on nous demande de montrer que si f est polynomial de degré inférieur ou égal à n, alors if égale jf. Allons-y dans l'ordre. Donc d'abord, j de f, son expression. Ok, donc j de f, par définition, c'est l'intégrale de -1, 1 de pf, de t dt. Donc évidemment, maintenant, je cherche à écrire jf comme une combinaison linéaire de f des alpha j. Je regarde juste au-dessus, évidemment que je vais remplacer pf par cette expression-là. Il n'y a pas besoin de réfléchir 15 ans. Donc c'est l'intégrale de -1, 1 de la somme pour j allant de 0 à n des f de alpha j fois lj de t dt. Ok, ensuite, les réflexes habituels, donc la linéarité de l'intégrale et de la somme, blablabla. Donc, je peux faire la somme pour j allant de 0 à n. Intégrale, je peux tout de suite faire sortir de l'intégrale le f de alpha j, fois du coup l'intégrale de -1 à 1 de lj de t dt. Et là, du coup, je tiens mes mu i. Ce truc-là, je vais le poser comme étant égal à mu i ou mu j. Donc, ça dépend de l'indice qu'on a choisi. Et voilà, on a écrit jf comme la somme des mu j f de alpha j pour j allant de 0 à n, où mu j est égal à cette quantité-là, l'intégrale de -1 à 1, lj de t dt. Donc je le pose comme je veux, à partir du moment où j'ai écrit les choses comme c'était demandé, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, la question 12, on nous demande de montrer que si f est polynomial de degré inférieur ou égal à n, alors if égale jf. Bon là, qu'est-ce que ça revient à dire? C'est que si f c'est un polynôme, vouloir interpoler un polynôme de degré au plus n par un autre polynôme de degré au plus n, lui-même va convenir. Très intéressant dans le cas où f est polynomial. Donc on va juste dire que si f est polynomial, le pf associé, c'est f lui-même. Okay, donc
Plus précisément, on va dire, montrons que si f est dans Rn de x, okay, alors eh bien pf égale f. Donc qu'est-ce qui permet de justifier ça? Eh bien, c'est l'application phi, hein, toujours la question 7 de tout à l'heure, qui va pouvoir répondre à ça. Donc je vais l'évacuer assez rapidement en disant que, en effet, f convient dans phi de f égale f de alpha 0 jusqu'à f de alpha n. Donc c'est le genre de questions qui sont tellement stupides que ça peut en être perturbant. Donc vu que pf égale f, on a en particulier que if égale jf, i de f égale j de f. Un point le plus intéressant maintenant, c'est de supposer que f est toujours polynomial, mais avec un plus grand degré que n. Donc on suppose que f est polynomial de degré inférieur ou égal à 2n plus 1 cette fois, et on nous demande de montrer qu'on aura quand même que j de f égale i de f à l'aide d'une division euclidienne. Donc là encore le sujet est sympa en nous suggérant de faire la division euclidienne. Donc allons-y, on fait la division euclidienne de f par Pn plus 1. On dit qu'il existe un unique Q et R, donc Q c'est le quotient et R, donc je veux dire dans R de x carré, tel que f est égal à Pn plus 1 Q plus R, et on n'oublie pas la condition importante, c'est que le degré de R doit être strictement inférieur au degré du diviseur. Pn plus 1, il faut se rappeler ici de ce que c'est que le degré de Pn plus 1. Et donc je rappelle qu'on avait montré précédemment que Pn était de degré n, et donc ici, degré de R, il est strictement plus petit au degré de Pn plus 1, c'est-à-dire que donc on a que f, il s'écrit Pn plus 1 Q plus R, et que le degré de R, donc Pn plus 1, son degré c'est exactement n plus 1, donc R, son degré c'est O plus n. Alors ici, il faut absolument se rappeler que disait l'énoncé la nature des alpha 0, alpha n, ils n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis comme étant les racines du polynôme Pn plus 1. Donc évidemment que ici ça donne très envie de prendre cette égalité et d'évaluer ça en les alpha i. Donc voilà ce que ça donne. Donc lorsque j'évalue en un alpha i, donc je me fixe un i auparavant, donc entre 0 et n, et donc lorsque je fais f de alpha i, donc je tombe sur du Pn plus 1 de alpha i fois Q de alpha i plus R de alpha i. Or, donc on a dit ça c'est 0, puisque les alpha i sont définis comme étant les racines, les n plus 1 racines du polynôme Pn plus 1. Et donc finalement, on se retrouve avec le fait que f de alpha i, ça n'est rien d'autre que R de alpha i. Si on a ça, on a aussi que, eh bien, Pf de alpha i, c'est égal à R de alpha i, avec R qui est de degré O plus n, et Pf aussi. Là, on réagit, encore une fois, on a des polynômes de degré O plus n qui coïncident en n plus une valeur, donc qui sont égaux. Donc on vient de déterminer le reste dans la division euclidienne de f par Pn plus 1. C'est, eh bien, Pf. Bon, ça commence à être vachement intéressant. Donc maintenant, si je commence à regarder ce que vaut mon IF, eh bien, donc c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt. Et donc par la division euclidienne qu'on a faite, donc ça, c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de, eh bien, Pn plus 1 de t fois Q de t plus R de t, donc tout ça dt. Je vais pouvoir remplacer le R par, eh bien, Pf, et en plus, donc par linéarité, je vais séparer ça en deux intégrales, parce que ça commence à me faire penser quand même à des choses qu'on a déjà étudiées précédemment, hein, si on garde bien ça en tête. Donc je peux dire ici que c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de Pf, ce qui m'intéresse, parce que je rappelle que nous, on veut arriver à du Jf, et ça, ce terme-là, c'est exactement Jf. Si je comprends bien, il s'agit bien de montrer que ce truc-là est égal à 0. Et on avait un résultat de ce style-là dans quelle question? Eh bien, c'était la finalité de la partie A. On avait montré que si j'avais un polynôme Q dans Rn de x, l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn plus 1 de t, Q de t dt, c'est égal à 0. Donc, si je montre que Q est de degré O plus n, j'ai gagné. Bah, comment on va trouver le degré de Q? Ben, je reviens dans ce qui définit Q, donc la division euclidienne. J'ai que f égale Pn plus 1 Q plus R. Donc, le R, il est de degré inférieur à tout ça, hein, donc il ne va pas vraiment compter dans le degré. J'ai f qui est de degré 2n plus 1. Alors je vais l'écrire pour que ça soit clair. Donc j'ai f qui s'écrit Pn plus 1, Q plus le R. Donc ça, son degré, c'est inférieur ou égal à 2n plus 1. Pn plus 1, je connais le degré. Ça, c'est de degré exactement n plus 1. Et ça, c'est de degré inférieur à n. Donc si je veux arriver au degré maximal, donc mettons que f soit de degré 2n plus 1, il n'y a pas le choix. Je suis obligé d'avoir Q qui serait de degré exactement n. Donc ça, c'est la valeur maximale. Donc le degré de Q, il vaut O plus n. Autrement dit, Q est dans Rn de x. On peut invoquer la question 4b de la partie 1. Donc je dis donc d'après la question 4b, eh bien la fameuse intégrale là, qui est juste au-dessus, moins 1, 1, Pn plus 1, Q égale 0. C'est-à-dire qu'on a montré exactement ce qui était demandé, c'est-à-dire que I de f égale J de f. Et voilà pour cette dernière question.
On pourrait prolonger cet exercice, mais ça s'arrête là dans le problème. On pourrait essayer éventuellement d'évaluer l'erreur que l'intégrale JF fait par rapport à IF, mais là, ça nous fait rentrer dans d'autres chapitres, ce qui n'est pas le but aujourd'hui. Voilà, c'est la fin du problème. C'était assez long et costaud hein, pour la dernière partie. Tu me diras ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je crois que ça fait une belle révision parce que là, on a fait le tour des plus grosses notions et des techniques surtout sur les polynômes. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et mettre un commentaire et à t'abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, si tu as des suggestions sur les prochaines vidéos, que ce soit de l'algèbre, de l'analyse, voire même des probas, tu peux me le faire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de cette série CAPSP pour se préparer à être béton pour la rentrée. À très bientôt, travaille bien et profite quand même de tes vacances. À bientôt.